en Europe, en fait, les pertes donc de transmission en fait, peut être entre 3 et 5% en fait, à peu près, voire même un peu moins. Ça dépend en fait, après de la qualité en fait, du système. En Colombie, tu peux avoir certaines zones, notamment de la côte, où 30%, 35% en fait, de l'énergie n'est pas payée. C'est lié ou à des infrastructures qui sont vieilles, hein, donc qui ne sont pas très efficaces. C'est lié à des problèmes de maintenance sur ces structures aussi. C'est lié des fois aussi à la topographie en fait, que peut avoir en fait, le pays, avec le fait que les distances de câblage sont très lointaines, en fait, très longues, parce que tu as des vallées en fait, beaucoup plus marquées en fait, qu'à un autre endroit. Donc il y a une certaine perte en fait, aussi en fait, de l'efficacité de la transmission énergétique. C'est lié en fait, après à du vol. Donc il y a énormément de vol d'énergie en Amérique latine. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Rodolphe, Enchanté. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter, m'expliquer d'où tu viens, tes origines, résumer rapidement ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. Je m'appelle Rodolphe Demaine, donc je suis français d'origine normande, une vieille famille de Normandie du Xe siècle, dans la Manche, donc voilà. Même si je suis né dans l'Eure à Vernon, donc quasiment en fait en région parisienne. Ça fait maintenant 25 ans, un peu plus de 25 ans que je suis en Amérique latine. Donc, même si initialement j'ai aussi vécu longtemps en fait en Outre-mer, en Guadeloupe, aussi en fait à Tahiti, hein, donc depuis l'âge de 7 ans, j'ai fait mes études à Paris en fait après par la suite. Et après, je suis parti effectivement donc en Argentine pendant 11 ans. J'ai travaillé aussi pendant un an en fait en République dominicaine. Et maintenant basé en Colombie, donc depuis 15 ans. Donc ça fait déjà un petit moment. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à tes fonctions, donc tu travailles dans le monde de l'énergie, l'efficacité énergétique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Effectivement, je travaille actuellement en fait, donc, dans la transition énergétique, pour être plus précis. Je développe des projets en fait, qui sont d'énergie renouvelable, solaire, en Colombie, déjà depuis un certain temps. J'ai travaillé aussi pas mal sur l'efficacité énergétique, comme tu le dis très bien, donc, dans une entreprise antérieure. Et j'essaye de capter le maximum de potentiel qu'a ce pays extraordinaire, justement en fait, pour l'aider dans sa transition énergétique, sachant que c'est un pays assez intéressant, un bon pilote pour cette transition. Est-ce que tu peux m'expliquer vos activités et comment est-ce que tu fais justement pour capter le potentiel de ce pays qui est la Colombie ? Qu'est-ce que l'on fait donc exactement ? En réalité, le groupe a plusieurs en fait, activités. Hein, donc, il a des activités qui sont liées en fait, à la partie infrastructure, donc ici. Des activités aussi liées à tout ce qui est construction en fait, immobilière, en fait, résidentielle. Il travaille aussi pas mal en fait, sur la partie pétrole. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, une partie en fait, de l'entreprise, même si elle fait du renouvelable, travaille aussi en fait, donc, dans le secteur pétrolier, sur des appuis en fait, aux entreprises. C'est une compagnie qui a aussi en fait, des assurances, hein, ici en Colombie et aussi à l'extérieur. Et à côté de ça, c'est un groupe qui construit des parcs solaires, donc de manière assez importante, construit en fait, des parcs très importants ici en Colombie. Et à l'heure actuelle, notre projet, en fait, c'est de développer en fait, des mini-centrales solaires, donc de 1 méga. Donc, alors 1 méga, pour avoir une idée, ça occupe à peu près 2 hectares et demi. Donc, l'idée, c'est d'en faire idéalement en fait, 200 dans un horizon en fait, de 3 ans, 3 ou 4 ans, en fait, hein, donc idéalement 3 ans. Pourquoi plutôt faire des petits projets à l'heure actuelle? Parce qu'en Colombie, il est plus facile, pour des questions en fait, donc, de limitation administrative,
de développer ce genre de projet. Pour avoir une idée, un projet de 1 méga comme ça peut se développer en fait en moins d'1 an, depuis le moment en fait où tu demandes son autorisation jusqu'à ce que tu termines de le construire et qu'il soit connecté. Et les connexions sont quasiment automatiques, hein. Donc, alors que des projets de plus grande taille peuvent prendre jusqu'à 5 ans donc, en Colombie. Et des fois, en fait, ils voient directement pas le jour, donc ils ne se concrétisent pas. Donc, on a choisi cette stratégie pour essayer en fait justement en fait d'avoir, on va dire un pipeline en fait, donc beaucoup plus actif sur un segment en fait que l'on voit en fait beaucoup plus porteur à court terme en fait sur le pays. Ok. Les projets d'1 méga, ça alimente, tu donnes de l'énergie et fournis de l'énergie à combien de personnes environ? C'est très fluctuant parce que ça dépend en fait de la consommation en fait qu'ont ces personnes. Mais je sais pas, à peu près en fait sur un pays comme la Colombie, tu peux dire qu'un projet en fait de 1 méga peut donner en fait de l'énergie en fait à peu près en fait à 1000 personnes, hein. Donc, si on en a parlé en fait de 200 mégas, en fait, finalement en fait tu peux te retrouver en fait facilement en fait aux alentours en fait de entre 100, 150 000, 200 000 personnes. Ça dépend après de la consommation qu'ils peuvent avoir. Toi, tu es basé aujourd'hui en Colombie, mais tu es directeur LATAM. Exactement, je suis en Colombie, mais je suis responsable effectivement sur l'Amérique latine. Est-ce que tu peux m'expliquer justement vos activités sur l'Amérique latine et ton rôle en tant que directeur LATAM sur cette zone géographique qu'est l'Amérique latine? D'accord, l'idée, basiquement en fait, l'installation sur la Colombie est liée à une position géographique et aussi en fait d'implantation en fait des activités qui sont plus importantes en fait sur la Colombie en fait que le reste des pays, mais après on a des activités en fait aussi sur le Mexique, sur le Panama, en fait sur l'Équateur en fait principalement. Donc avec l'idée en fait de les développer en fait très rapidement. La Colombie, en fait, bien sûr, pour sa taille, en fait, reste le marché principal. D'un point de vue culturel et ADN de l'entreprise, comment est-ce que tu fais pour justement manager tes équipes à travers cette zone géographique et à travers les cultures également? Parce que tu parles du Mexique, du Panama, de la Colombie. C'est des pays qui n'ont pas la même histoire, la même culture. Comment est-ce que tu fais pour adapter ton management? Alors, l'adaptation du management est tout de même liée à je crois en fait, est liée toujours en fait à une bonne connaissance en fait du pays en fait dans lequel tu es. J'ai l'avantage, moi, par mon parcours, d'avoir beaucoup travaillé en fait sur la plupart des pays en fait de la zone Amérique. Donc j'ai travaillé beaucoup sur l'Équateur, autant sur Quito en fait que Guayaquil. J'ai travaillé énormément sur le Mexique quand j'étais chez Carrefour en son temps. Dans l'ensemble du Mexique, j'ai travaillé beaucoup sur le Panama. Donc d'une certaine manière, j'adapte en fait justement le management aussi à une certaine connaissance en fait du marché local et des personnes en fait avec lesquelles en fait je vais intervenir. Bon, il y a quand même en fait un avantage sur l'Amérique latine en général, c'est que malgré des différences culturelles qui sont réelles, il y a toujours quand même en fait un tronc commun qui fait que c'est quand même plus facile que par rapport en fait à d'autres régions du monde de pouvoir gérer. Déjà, en fait, il y a une langue en fait qui est commune en fait en général. Il y a quand même une certaine proximité culturelle sur beaucoup d'autres choses. Par contre, c'est vrai qu'il y a des différences au niveau en fait de la manière en fait donc de fonctionner en fait et de travailler en fait entre ces différents pays. Donc il y a des manières d'appréhender en fait les personnes qui travaillent avec toi qui sont aussi différentes. Donc et il faut les connaître pour ne pas froisser les personnes, pour que ce soit plus facile effectivement en fait que pour que ça fonctionne plus facilement basiquement. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de la manière de travailler dans différents pays? Oui, écoute, par exemple, sur la Colombie en général est un pays, par exemple, où les personnes sont naturellement en fait très positives en fait sur leur manière d'être, hein. Donc elles ont une relation en plus qui est très verticale en fait, donc de la relation en fait professionnelle, dans le sens où il est très facile en fait en général si tu es bien sûr aimable avec eux parce qu'ils sont naturellement aussi aimables en fait, hein, donc avec toi, d'avoir rapidement en fait ce que tu veux. En fait, les gens sont très formés en fait en général, on voit aussi. Sur d'autres pays en fait donc de la zone, si tu vas en fait au Mexique, les personnes en général sont très ouvertes aussi. Par contre, elles ont peut-être pas
une manière en fait aussi automatique, donc alors même s'il ne faut pas généraliser, de suivre en fait donc une directive. Donc il faut en général en fait avoir un peu plus d'accompagnement en fait avec les personnes. Donc ce que tu veux faire. Donc c'est un peu la même chose aussi en fait sur le Panama en fait où il faut être en fait un peu plus présent en fait probablement en fait donc pour pouvoir le faire. Plus près en fait des équipes aussi, peut-être revenir en fait leur expliquer en fait davantage pour que les choses en fait sortent en fait plus facilement. Ça change aussi en fait selon les personnes, hein, parce que sur l'Amérique latine, pour ne pas tomber en fait dans les clichés, il faut voir aussi que beaucoup de personnes qui sont sud-américaines vont étudier ou travailler en fait à l'extérieur. Donc en général, il peut y avoir en fait aussi des grosses variations en fait au sein des équipes avec des personnes en fait qui ont une expérience donc de travail qui est peut-être plus directe, hein, qui sont plus autonomes en fait on va dire. Donc vraiment ça peut être très très changeant en fait d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. La manière en fait dont toi aussi en fait tu constitues en fait tes équipes, parce que c'est aussi en fait un point très important. Je pense que en général, la meilleure façon en fait de fonctionner en fait et avoir un management efficace en Amérique latine, c'est d'aussi en fait de constituer de la meilleure manière en fait des équipes en fait avec lesquelles tu vas travailler, très très clairement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un leader en Amérique latine? Leader en Amérique latine, je pense que, enfin, il y a plusieurs aspects importants. Bien sûr, c'est quelqu'un qui va réussir à sortir donc en avant en fait l'entreprise sur laquelle en fait on est en train d'investir. En général, sur l'Amérique latine, comme tous les pays émergents, le niveau de risque est toujours en fait un peu plus élevé en fait que dans d'autres zones. Donc il faut aussi, je pense, appréhender ce risque et savoir que le marché le sud-américain en général est un marché extrêmement fluctuant, dynamique, donc qui peut changer en fait très rapidement. Et il faut être capable de comprendre que la crise peut représenter une grande opportunité. Et c'est aussi un problème important en fait en général pour on va dire en fait des personnes qui viennent de l'extérieur, notamment en fait européens en fait, voire même d'autres parties en fait du monde. C'est que pour nous, c'est pas quelque chose de naturel d'appréhender en fait que la crise est une opportunité. Alors que pour les Sud-Américains, la crise obligatoirement en fait est une opportunité. Donc ils savent très très bien jouer là-dessus en fait les managers en fait sud-américains. Les plus grands en fait en général ont toujours profité en fait des crises qu'il y a pu avoir et ont su ou les contourner ou les appréhender en fait d'une meilleure manière en fait pour pouvoir rebondir en fait de la meilleure façon. C'est un peu à contresens. Maintenant au-delà en fait de cette perception sur l'entreprise elle-même, pour pouvoir appréhender la crise et que toi, tu arrives à, on va dire, à passer au travers, en fait, ou être effectivement en fait, une entreprise qui va gagner en fait, sur le marché, il faut aussi en fait, avoir une excellente connaissance du marché en lui-même. Donc, si tu connaissais pas bien en fait, la concurrence ou les pratiques spécifiques qu'il peut y avoir dans le pays, rapidement, en fait, ça peut effectivement en fait, avoir des conséquences très négatives parce que tu peux avoir en fait, une fantastique équipe, mais si tu n'arrives pas à savoir exactement en fait, comment se place la concurrence, comment fonctionnent en fait, les choses pour pouvoir te positionner en fait, toi-même et faire la différence, ça peut effectivement en fait, difficulter un petit peu en fait, la croissance normale que tu peux avoir. Après, il faut être aussi capable en fait d'identifier les personnes. C'est pas toujours non plus très facile parce que on va dire que comme ce sont des marchés en fait qui sont aussi très dynamiques, il y a beaucoup d'activités que tu vas mettre en place où il n'y a pas toujours des personnes qui sont formées en fait pour ça. Donc, il faut être capable aussi en fait de créer, on va dire, de la nouveauté en fait et en même temps former les personnes en même temps que tu es en train de le faire. Et ça, c'est pas très facile parce qu'incorporer en fait des personnes en très très peu de temps pour développer en fait un nouveau projet, faire qu'ils soient compétentes et en même temps en fait les former d'une certaine manière, c'est pas quelque chose de très simple, notamment sur les renouvelables ou l'efficacité énergétique sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc en général, c'est un peu difficile. Comment vous faites justement pour former des ressources tout en amenant cette notion de nouveauté et faire en sorte que finalement ce que vous délivrez ne perde pas en qualité?
Bah, écoute, c'est très difficile, mais en général, notamment, enfin, je vais parler surtout de la Colombie parce que j'ai travaillé surtout sur les renouvelables en fait en Colombie, hein, donc, mais le reste de mon activité actuelle, c'est très lié finalement à la promotion donc de l'expérience donc et la forte volonté, le dynamisme que peuvent avoir les personnes qui sont à l'intérieur de ton entreprise. Donc, si tu arrives à avoir des personnes qui sont très bonnes hein, sur ce qu'elles font, et tu arrives quand même en fait à les motiver en fait pour faire des choses qui sont nouvelles. Parce que en général, par contre, ça c'est un frein, la création en fait, hein, donc le fait en fait d'aller chercher en fait des nouvelles choses. Dans certaines entreprises en Colombie, justement pour la verticalité hein, en fait que l'on peut avoir, c'est pas toujours naturel en fait, donc d'aller vers l'innovation. Donc, mettre en avant en fait l'innovation interne, hein, donc avec des personnes qui sont en général jeunes, parce que c'est souvent le cas en fait sur la partie de transition énergétique. C'est pas toujours très simple hein, pour qu'elles aient en fait elles se sentent en fait avec la volonté en fait on aller chercher quelque chose qui sort un peu en fait des sentiers battus, hein. Donc là-dessus, effectivement, il faut quand même en fait avoir en fait un peu de pression en fait du management en disant écoutez, il faut qu'on arrive à le faire et qu'ils se sentent suffisamment en fait en confiance pour pouvoir le faire. Alors après, il faut pas non plus en fait qu'on tire dans tous les sens. Il faut aussi Mmh. prioriser en fait hein, sur ces choses. Donc par exemple, pour être très très concret en fait, donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant. On avait mis en place, une sorte de, réflexion globale sur l'innovation, où chacun en fait pouvait, présenter en fait, sa proposition, quel que soit le domaine. Alors pas seulement en fait sur une partie technique, mais ça peut être aussi sur de l'innovation qui peuvent être administratives, dans n'importe quel domaine pour que tout le monde se sente concerné justement dans ce sentiment en fait donc d'aller de l'avant. Et après, avec eux, on avait fait le travail inverse en se disant: «Écoutez, très bien, vous avez, cherché en fait vraiment tout ce qu'il peut y avoir en fait en innovation, tout ce qui vous est sorti en fait justement de la tête. Mais par contre, on va le mettre maintenant sur le papier pour voir si ça, c'est applicable dans l'entreprise, hein, par rapport en fait à la réalité en fait des chiffres. Et donc, à partir de là, on va écarter, ce qui est pas, ce qui veut pas dire que ce soit pas de bonnes idées, mais par contre, malheureusement, il faut aussi en fait qu'elle ait en fait, une conclusion, heureuse financièrement en fait pour la croissance elle-même de l'entreprise. Et après, on a fait une sélection face à tout le monde. Donc, tout le monde s'est rendu compte par soi-même que tout n'était pas réalisable, parce que c'était trop d'investissement, parce que c'était pas assez rentable, parce que c'était trop compliqué, etc. Pour rester sur 4 ou 5 projets sur lesquels finalement on s'est dit, voilà, ça c'est les projets en fait qui sont viables hein, de la part de tout le monde, enfin on est tous d'accord. Voilà, mettons-nous tous autour en fait maintenant pour les réaliser. Et ça, c'était quelque chose qui avait été fait une fois, qui est fait tous les ans? À quelle fréquence vous l'appliquiez? On le faisait effectivement en fait, annuellement, même si, on laissait aussi la possibilité en fait de pouvoir proposer en fait des nouvelles choses dans l'intervalle. Donc, D'accord. ouais. Et ça a plutôt, bien fonctionné, hein, notamment en fait quand j'étais alors pour être plus précis en fait, où on avait, plus, de possibilités en fait on va dire en fait, d'innovation, c'est surtout sur l'efficacité énergétique, et sur l'efficacité énergétique notamment quand j'étais chez Cagnello, pour ne pas la mais la donc comme entreprise. Il faut savoir, c'est assez intéressant en fait que, on a mis en place des solutions techniques, en Colombie, qui étaient des solutions hybrides en fait entre, du solaire, de l'efficacité énergétique, du froid en fait industriel, qui n'étaient pas appliquées en fait sur d'autres pays en fait en Europe par exemple, hein. Et ces solutions en fait ont été reprises donc dans les pays européens. Donc c'est intéressant parce que ça montre que, finalement c'est pas toujours lié, à un énorme service de recherche et développement, mais que si tu mets en fait vraiment à contribution en fait les personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise et tu arrives en fait à le faire. Et pourtant, je pense qu'on est passé en fait à côté de plein d'autres choses, mais on a quand même réussi à mettre en place des projets. Et les concrétiser, ce qui était le plus important, parce que tu peux avoir une idée en fait et après en fait ne pas réussir en fait à la mettre en place en application. On a réussi à le faire, hein. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que beaucoup, de personnes qui étaient au sein de mon équipe, ici en Colombie, sont parties en Europe, pour travailler en fait justement sur ce développement en fait après sur d'autres pays. Donc c'est quand même assez gratifiant aussi en fait comme, manager. Ouais, et de voir les ponts justement, entre, un territoire et un autre, ça pourra ensuite bénéficier de l'expertise des collaborateurs. Tout à fait, OK. Tu évoquais il y a quelques minutes le dynamisme des collaborateurs.
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont tu engages les collaborateurs dans l'entreprise? Je te dirais en fait que ça dépend en fait vraiment en fait je pense en fait du profil que tu recherches en fait aussi. Il faut avoir, je pense, un bon filtre en fait initial, donc avec les entretiens que tu peux avoir en fait avec eux, pour voir quelles sont les attentes en fait qu'ils peuvent avoir, en fait tes attentes en fait aussi en fait donc au sein de l'entreprise, et de voir si tu peux en fait vraiment faire le match finalement en fait face à ces face justement en fait aux personnes en fait avec lesquelles en fait tu es en contact en fait donc et que tu veux en fait recruter. Et sinon vraiment trouver un profil en fait qui est dynamique. Bah, j'ai beaucoup de mal en fait en général moi sur les recrutements, parce que quand tu as une personne face à toi et que tu vas voir en fait pendant une demi-heure, même si tu passes différents filtres en fait d'entretien, en général, tu peux pas non plus en fait, donc avoir une idée très claire en fait, donc de son niveau de dynamisme jusqu'à ce que tu l'as pas en fait totalement intégré en fait dans l'intérieur de la structure. Réellement, donc malheureusement en fait, tu peux avoir des très bons résultats, ouais, donc et comme tu peux avoir en fait aussi des personnes en fait qui sont pas, à la hauteur en fait de ce que tu veux. Malgré ça, je pense aussi, alors c'est peut-être ma façon en fait de penser que, toute personne, est, censée en fait justement en fait, s'améliorer, est censée en fait se dynamiser aussi si toi tu lui donnes aussi, des objectifs et un cadre dans lequel elle va pouvoir démontrer ses capacités. Donc ça m'arrivait en fait aussi en fait dans beaucoup d'entreprises en fait auparavant où, il y avait des personnes où on me disait: «Non, ce serait bien en fait de la virer en fait d'une manière ou d'une autre», pardon l'expression. Parce que non, elle donne pas de résultats. Mais souvent, je me rendais compte aussi que ces personnes étaient pas obligatoirement en fait au bon endroit à l'intérieur de l'entreprise, hein. Après, il est certain aussi que certains profils en fait de personnes, même si elles-mêmes s'en rendent pas compte, ont parfois en fait du potentiel pour être en dehors en fait de l'entreprise, hein. Donc elles se rendent pas compte parce qu'elles ont besoin en fait d'une certaine sécurité, et elles se rendent pas compte non plus en fait qu'elles peuvent être peut-être, beaucoup mieux en fait profiter en fait de leurs propres capacités en fait, donc dans un autre environnement. Mais par contre, je pense que c'est la dernière en fait, enfin, avant ça en fait, il est nécessaire en fait d'essayer de trouver en fait, donc essayer d'exploiter le plus possible en fait leurs capacités. Je reviens sur, le fil de ta carrière. Tu es d'abord allé en Argentine, Ouais, où tu as travaillé, dans, la partie immobilière, notamment, dans le monde de la grande distribution. Tu es passé notamment chez Carrefour. exactement. Qu'est-ce que cette expérience dans le monde de l'immobilier, dans la grande distribution, t'a apporté, pour la suite de ta carrière? Bah, ça m'a apporté premièrement parce que je suis parti en Argentine, donc ça a été un changement, culturel énorme, hein, bien sûr, en fait, de passer, de travailler sur Paris, en intelligence économique, donc et après, en fait, passer dans un secteur qui était, le retail, hein, donc la grande distribution, dans un autre pays, en fait, où j'étais, qui était pas le mien finalement, donc dans une entreprise, en fait, dans laquelle, en fait, j'avais, un management, qui était, purement, en fait, argentin à ce moment-là, donc effectivement, ça a été un changement majeur. Après, le changement majeur a été aussi, de gérer des équipes, donc locales, hein, donc en étant effectivement français, en fait, là-bas. Dans un contexte un peu difficile parce que quand, j'ai commencé à gérer des équipes à ce moment-là, c'était, la fameuse crise, hein, donc en Argentine avec la dévaluation asymétrique. Donc, j'y avait plus beaucoup de Français à ce moment-là, dans un pays qui était un peu en train de sombrer, il faut le reconnaître. Et pourtant, c'est pareil, comme je disais en fait que la crise était aussi une opportunité, bah, ça a été le cas parce que finalement, j'ai réussi en fait à rebondir. Carrefour en fait aussi à ce moment-là en fait a rebondi en ça, donc d'une manière malgré la crise, hein, donc en se consolidant en fait comme premier distributeur dans le pays. Et puis ça m'a permis en fait aussi après de passer sur l'Amérique latine à partir de siège de Carrefour qui était en fait à Buenos Aires, et de travailler sur d'autres pays. Donc ça, les incidences ont été énormes. Après, au sein de la grande distribution,
La grande dissolution de cette époque, je pense qu'elle est maintenant en fait très différente, était quand même particulièrement dure, hein, donc, au niveau management. Et donc, ça permet aussi d'avoir une idée en fait de comment fonctionnent les choses, de sortir d'un peu en fait donc d'un peu des sentiers battus en fait qu'on peut avoir en Europe, hein, même si en Europe aussi en fait le retail, hein, donc la grande distribution en fait est dure, mais alors à l'étranger elle était quand même particulièrement difficile parfois. Et puis d'apprendre en fait à croître malgré tout, malgré en fait justement les difficultés, en fait de se dire bah, comment est-ce qu'on peut en fait ne pas perdre non plus son essence, hein, donc je suis quand même assez humaniste en fait je pense, hein, donc de par nature. Garder en fait une certaine éthique en fait personnelle en fait aussi, donc mais malgré ça en fait réussir à croître, hein, donc au sein de différentes entreprises. Quel était l'élément qui t'a le plus interpellé quand tu es arrivé en Argentine? L'élément qui m'a le plus interpellé, c'est quand je suis arrivé comme coopérant, parce que je suis arrivé comme coopérant à ce moment-là, donc, et que j'arrivais avec mon petit papier, avec ma feuille de route, justement en fait de Business France, qui me disait voilà, tu vas faire des études de marché pour l'arrivée des concurrents en fait au sein de l'entreprise. Parce que tu as commencé là-bas en VIE, c'est ça? J'ai commencé VIE, exactement, j'ai commencé comme VIE. Ok. Donc, d'ailleurs, je recommande, je suis conseiller commerce extérieur et je recommande très fortement l'utilisation des VIE. C'est un fantastique vecteur en fait pour pouvoir travailler à l'international, autant pour les jeunes que pour bien sûr les personnes qui veulent les recruter. N'hésitez pas, je vous le conseille totalement. Donc, effectivement, je suis arrivé comme VIE et quand je suis arrivé comme VIE, on m'a dit ah, bah, écoute, on a un peu un problème, on était 4 et on nous a dit écoutez, la personne qui vous a recruté est plus là, elle est en Chine, hein, donc nous, on n'a pas vraiment, c'est une très bonne idée en fait de qu'est-ce que vous faites ici. Mais j'ai ma feuille de route, c'est celle-là. Ah non, mais ça, tu vas pas le faire. Donc, on va appeler les directeurs. Donc, ils ont appelé tous les directeurs à ce moment-là. Ils ont dit voilà, bon, les deux autres, ils partaient au contrôle de gestion, donc il n'y avait pas de problème. L'autre, c'était la logistique, donc il n'y avait pas de problème. Il dit oui, lui, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Donc, quelqu'un a besoin de lui. Bon, j'ai peut-être besoin d'un assistant et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, ouais, ça a été un peu mon atterrissage donc, en Argentine comme VIE. Ouais, les débuts difficiles et qui après t'ont demandé de t'adapter et on en parlait un petit peu Ah. avant en off, mais le fait de s'adapter également à la culture locale, c'est pas quelque chose de neutre. Comment est-ce que tu t'es adapté à la culture en Argentine? Tu disais qu'au début c'était difficile de s'intégrer dans le pays et que des petits gestes simples comme boire du maté t'avaient aidé à t'intégrer? Exactement. Ben, je pense qu'il y a déjà une question très importante de volonté en fait de s'intégrer. Donc, si on n'arrive pas avec une certaine humilité en fait en se disant en fait qu'on veut en fait travailler avec des personnes qui sont de cultures différentes parce qu'on vient en fait de l'extérieur et qu'on est capable en fait de donner le meilleur de soi-même. Bon, déjà, c'est un peu plus difficile, hein. Après, si on le fait, rapidement, les gens se rendent compte que bah, t'es pas seulement en fait, donc une personne parachutée, mais t'es quelqu'un en fait qui veut vraiment en fait travailler en fait avec eux. Si tu as envie de t'intégrer, ils s'en rendent compte en fait aussi eux-mêmes et ils sont aussi en général très chaleureux. Les Sud-Américains sont quand même particulièrement chaleureux. Moi, j'adore l'Amérique latine. Je suis tombé amoureux de l'Amérique latine parce que les gens sont adorables en fait en général. Ils sont très ouverts en fait sur les étrangers. Donc, c'est quand même en fait un avantage énorme, hein, donc, pour n'importe qui vient en fait dans ces pays. Et en Argentine, c'est comme ça que ça s'est arrivé. J'ai commencé effectivement, comme tu dis très bien, et pas par intérêt, mais par volonté. J'ai commencé à boire du maté. J'ai joué au foot, en fait, hein, bien sûr, en fait, avec eux, en fait, au sein de l'entreprise. J'ai scellé des amitiés, en fait, qui sont toujours valables, en fait, avec des personnes au sein, en fait, de l'entreprise. Et puis voilà, les choses se font. Et au bout de 2 ans, en fait, comme VIE, bah, j'étais catégorie manager bazar. Donc, je gérais les assortiments, en fait, les gammes de tous les produits bazar pour 170 magasins à ce moment-là, alors que j'étais encore très jeune. Donc, rapidement, en fait, on te donne des responsabilités s'ils voient que tu es capable, hein, donc, très simplement. Ok. Tu as évolué jusqu'à être directeur de la partie immobilière chez Carrefour. Exactement. Après, je suis passé effectivement donc chez Carrefour au niveau de l'Amérique latine. Donc, le siège était aussi à Buenos Aires.
Je dépendais en fait de la France pour la partie immobilière et je faisais des études de marché, donc je travaillais beaucoup sur l'immobilier en fait aussi. Et après, j'ai commencé à travailler sur tous les pays en fait, d'Amérique latine, jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, on me dise, voilà, on a besoin de développer en fait, un projet immobilier en fait, de Carrefour. Et le pays en fait, le plus intéressant pour le faire, c'est la Colombie. Donc, si tu veux, tu peux devenir directeur immobilier en Colombie. Je m'occupais aussi en fait, de l'achat massifié des actifs sur l'Amérique latine. D'ailleurs, c'est ça en fait, qui m'a permis en fait de faire le pont avec la partie efficacité énergétique. C'est la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que tu passes de l'immobilier, la grande distribution, à l'efficacité énergétique? Parce qu'ensuite, tu es passé par Green Equance, aujourd'hui Antoria Énergie. Ta carrière, c'est énormément axé sur l'efficacité énergétique, l'énergie. Là, ton métier aujourd'hui, c'est dans les panneaux solaires, dans les éoliennes. Comment s'est fait le lien? Eh bien, ça s'est fait parce que en réalité, il y a une proximité de l'efficacité énergétique avec la partie immobilière. Et notamment, si on regarde un petit peu quelles sont les entreprises qui ont été parmi les premières en fait, à travailler sur l'efficacité énergétique, c'est souvent la grande distribution, dans la plupart des pays. Parce que tu as beaucoup de magasins, tu as des grandes surfaces en toiture, tu as des grands parkings, tu as une grosse consommation, parce que tu as beaucoup de froid, en fait, aussi, en fait, des zones réfrigérées. Et donc, naturellement, tu te dis, une des meilleures façons de rentabiliser l'activité, c'est de baisser les coûts. Et comment on baisse les coûts? C'est soit le personnel, soit aussi en fait, les coûts fixes qui sont liés en fait, à la consommation énergétique. Voire même les actifs que tu peux avoir. Donc, comment optimiser les édifices ou comment en profiter pour baisser le coût de l'énergie en fait en général. Et donc, il y avait beaucoup, et rapidement, il y a eu beaucoup en fait de sujets qui sont apparus en fait dans la grande distribution pour l'efficacité énergétique et le développement en fait solaire en fait en toiture. Donc à partir de là, quand je suis arrivé et que on m'a commencé en fait à me faire travailler sur l'immobilier, on m'a fait aussi travailler en fait rapidement sur comment en fait baisser les coûts dans la construction que tu vas faire, comment on peut les améliorer, lumière naturelle, etc., automatisation, dimérisation, donc ce genre de choses, c'est quelque chose qui a été fait en fait très rapidement. Et puis après, il y a eu finalement un changement. J'ai eu 2 changements qui m'ont changé totalement en fait mon orientation pour passer en fait de l'autre côté. C'est que Carrefour a vendu son activité en Colombie, ce qui n'était pas prévu. Et donc voilà, je me suis retrouvé d'un seul coup aussi comme manager happé par un groupe chilien qui était quand même en fait d'ailleurs le premier acteur à ce moment-là sur toute l'Amérique latine, en grande distribution, qui s'appelle Cencosud. Et à ce moment-là, ça a été un changement assez important pour moi parce que je travaillais en fait avec la partie immobilière. Ils étaient beaucoup plus immobiliers que Carrefour en fait encore. Ils avaient vraiment une réflexion immobilière en fait très importante. Et j'ai travaillé avec le président, qui était aussi le propriétaire de ce groupe, qui avait quand même une bagatelle en fait de 50 000 employés sur l'Amérique latine. C'était l'une des plus grosses fortunes d'Amérique latine, qui s'appelle Horst Polman, que je salue d'ailleurs, qui a un certain âge maintenant, mais qui est un homme assez incroyable, un businessman et un self-made man totalement hors norme, avec ses qualités, c'est des défauts aussi. Mais j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans avec lui, côte à côte, et il travaillait en fait beaucoup en fait là-dessus aussi, sur l'idée en fait que l'immobilier en fait était lié aussi en fait à une question en fait d'efficacité constante. Donc ça m'a aidé en fait beaucoup de travailler en fait avec lui. Et après, je suis parti en fait de Cencosud pour travailler dans un fonds d'investissement en fait de New York qui s'appelait la Avenida Capital. Avenida Capital était un fonds qui investissait en Amérique latine, où j'ai travaillé sur tout ce qui était optimisation justement en fait d'édifices au niveau commerciaux en fait. Et de là,
on est venu me chercher en fait de Casino, de nouveau en fait la grande distribution, en me disant voilà, on a une filiale qui est spécialisée en fait justement sur la pardon, sur le renouvelable, sur l'efficacité énergétique, sur la transition, et on a besoin de quelqu'un qui est pas un ingénieur, hein, donc qui a une vision différente pour essayer d'élargir le spectre de notre activité en Colombie, parce que ça fait 8 ans qu'on est là. On travaille quasiment exclusivement en fait, avec Casino, avec Exito, qui était la filiale locale. Oui. On a besoin en fait, d'élargir, de faire du solaire, parce qu'on ne fait pas assez de solaire, etc., etc. Et donc voilà, je suis rentré et je suis passé totalement en fait, de l'autre côté de la barrière, donc spécialisé dans la partie renouvelable. Donc c'était plus du retail ou de la grande distribution avec un peu de renouvelable, c'était du renouvelable pour appliquer partout. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Quels sont les enjeux énergétiques pour la région LATAM, pour toi, d'ici 2030? Les enjeux sont énormes, hein. Très clairement, l'Amérique latine est un continent, si on parle en fait justement de la Colombie en fait en particulier, est un continent et la Colombie un pays où le potentiel de transition énergétique est fabuleux. Premièrement parce que tu es proche de l'équateur, hein. Ça te permet en fait d'avoir dans la partie solaire en fait un niveau de radiation en fait qui est optimal en fait en général, à la différence hein, d'autres latitudes. En plus de ça, c'est un pays où il y a une concentration urbaine qui est quand même énorme si on compare par exemple la France, hein, qui a quand même 20 millions d'habitants de plus que la Colombie, et qui est quand même 2 fois plus petite, 2 fois et demi plus petite que la Colombie. Ici, on a quand même 11 villes de plus de 1 million d'habitants, donc c'est phénoménal en comparaison en fait, hein. Donc il y a une concentration urbaine qui est énorme. À côté de ça, il y a le reste du pays qui laisse un espace gigantesque aussi pour installer du solaire, de l'éolien, donc faire de l'efficacité aussi sur les réseaux en fait, de distribution, parce que l'efficacité énergétique est aussi très liée à la qualité en fait, du réseau que tu peux avoir. Donc, seulement une donnée, mais peut-être que vous ne l'avez pas en tête, mais en Europe, en fait, les pertes donc de transmission en fait, peuvent être entre 3 et 5% en fait, à peu près, voire même un peu moins. Ça dépend en fait, après de la qualité en fait, du système. En Colombie, tu peux avoir certaines zones, notamment de la côte, où 30%, 35% en fait, de l'énergie n'est pas payée. Donc, c'est énorme. Enfin, C'est lié à quoi, ça? c'est lié ou à des infrastructures qui sont vieilles, hein, donc qui sont pas très efficaces. C'est lié à des problèmes de maintenance hein, sur ces structures aussi. C'est lié des fois aussi à la topographie en fait que peut avoir en fait le pays, avec le fait que les distances de câblage sont très lointaines, en fait très longues, parce que tu as des vallées en fait beaucoup plus marquées en fait qu'à un autre endroit. Donc il y a une certaine perte en fait aussi en fait de l'efficacité de la transmission énergétique. C'est lié en fait après à du vol. Donc il y a énormément de vol d'énergie en Amérique latine. Bien sûr, les gens se connectent mais ne payent pas l'énergie. Donc c'est un problème donc assez important qui fait que il n'est pas toujours facile hein, pour des opérateurs en fait, de renouveler en fait, justement, ces installations pour le faire. Et donc voilà, ce qui est intéressant justement en fait, sur l'efficacité énergétique et le renouvelable, c'est qu'on peut donner des solutions parfois en fait, sur des zones qui sont extrêmement éloignées, qui ont des problèmes justement de connexion, parce que tirer 100 km de réseau quand tu as en fait, des dénivelés en fait, qui sont de 700 mètres, c'est pas toujours rentable, donc bien sûr. Par contre, c'est tout à fait rentable en fait de faire donc des installations donc de parcs solaires pour des petites communautés en fait qui sont un peu isolées, hein. Donc maintenant, c'est tout à fait en fait possible. Et donc voilà, donc l'idée, c'est d'apporter ça, d'aider en fait ces pays en fait dans leur transition. En général, en plus, c'est des pays qui sont très dépendants des énergies fossiles, qui pèsent énormément en fait sur leur budget. En Colombie, les royalties entre la mine, tout ce qui est minier en fait, ou pétrole ou gaz peut représenter en fait à peu près 30% du budget de l'État, hein. Donc Oui. c'est énorme, c'est phénoménal. Demain, quand il n'y aura plus de pétrole ni de gaz, même s'il y a encore beaucoup de réserves, hein, ça va être un problème effectivement majeur sur comment ça. Et en plus, il faut savoir qu'en Colombie, par exemple,
Les principales subventions qui sont sur les renouvelables sont liées à l'exploitation des royalties que tu peux avoir sur le pétrole ou le gaz. Donc il vaut mieux effectivement accélérer la transition et il y a énormément à faire. Donc vraiment, ce sont des pays qui sont fabuleux en fait pour ça. Quel a été le plus grand challenge de ta carrière? Est-ce que tu peux me partager Les plus gros challenges de ma carrière, je pense que ça a été justement l'idée en fait de changer en fait d'activité radicalement Hmm. sur des entreprises différentes et de devoir en fait finalement commencer en fait de nouveau sur quelque chose sur lequel techniquement en fait j'étais pas en fait une personne en fait qui avait la plus grande connaissance technique. Hmm. Mais par contre, c'est intéressant de voir que tu peux aussi te niveler en fait éthiquement en fait rapidement si tu es curieux, donc c'est tout à fait possible, et de se dire que le management n'est pas toujours lié en fait au fait en fait que tu sois la personne en fait qui a le plus grand en fait bagage technique, hein. C'est souvent lié plutôt à la capacité en fait de voir jusqu'où tu peux aller en fait avec l'entreprise dans laquelle tu es, voir quelle est ta place que tu peux obtenir en fait à l'intérieur du marché en étant quelqu'un en fait qui a une vision très réaliste des choses, en disant où on peut aller jusqu'où on ne peut pas aller, et d'être capable en fait aussi de porter en fait des équipes que tu peux avoir en fait donc avec toi, bah, finalement pour aller chercher ce résultat, hein. Donc en disant que c'est quand on est possible de le faire. Moi j'ai toujours en fait des souvenirs où je disais en fait à l'un donc de mes directeurs, donc je disais bon allez, on va pouvoir faire ça. Il me disait c'est impossible, on va jamais pouvoir faire ça. Donc et pourtant lui c'était un technicien, il me dit non techniquement c'est pas possible, etc. Je disais mais si on va pouvoir le faire, tu vas voir, on va discuter, en fait on va trouver des solutions en fait et on va réussir à le faire. Et finalement en fait on arrive à le faire. Donc et lui pensait que c'était impossible et on arrivait en fait donc à le faire. Maintenant, avec effectivement au TAC, en fait, donc, ce qu'on est en train de se développer sur par exemple, tout ce qui est génération distribuée, qui sont les petites centrales solaires, hein, donc, que l'on veut développer. Euh, Penser qu'on va pouvoir faire 200 projets de 1 méga en 3 ans, c'est une folie, hein. Enfin, techniquement, en fait, et constructivement, on se dit, mais ça va être extrêmement en fait, compliqué en fait, pour pouvoir le faire. Et pourtant, on sait qu'on a déjà la base, hein, donc, et les équipes montées pour pouvoir le faire, hein. Et pourtant, en fait, personne pensait que c'était possible en fait, initialement en fait, non plus. Donc, il y a une question en fait, de vision qui est importante. C'est-à-dire que je pense que, et ça c'est quelque chose que je veux transmettre en fait, aussi dans le podcast, c'est de dire pour n'importe quel entrepreneur donc, qui veut se développer en Amérique latine, je pense qu'il faut avant tout avoir une analyse en fait, du marché en fait, qui soit très, 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 très bien faite et de se dire vraiment en fait, par rapport à l'entreprise, être très réaliste en disant jusqu'où en fait, on peut aller. Et si on a cette sincérité, donc, si on se donne enfin, après les moyens en fait, donc, d'aller chercher, je pense qu'il y a vraiment en fait, la possibilité en fait, donc, de le faire avec les équipes locales, hein. Les équipes sont vraiment très dévouées et sont capables d'aller chercher le challenge, donc, si elles sentent que c'est possible, hein. Donc, mais il ne faut pas douter en fait, non plus pour aller le chercher. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Je pense que ça a été premièrement en fait, de me dire, je crois que ça a été mon père, hein. Donc, le premier conseil qu'il m'a donné, qui m'a dit n'hésite pas en fait à partir, comme moi je l'ai fait en fait quand je suis parti à Tahiti. J'habitais, par contre, juste pour juste une petite information aussi, je vivais au Val-Fouré avec mes parents. Donc, eux étaient responsables en fait à la Mantes-la-Jolie au Val-Fouré. C'était les responsables donc d'un magasin Bata, hein, donc des chaussures de Mantes-la-Jolie. Euh, et il est clair que c'est pas quelque chose de naturel de penser que tu l'as passé du jour au lendemain du Val-Fouré en fait à Mantes-la-Jolie, hein, donc à Tahiti en quelques semaines. Donc ça change un peu ta vie. Et j'avoue que ce changement, quand je suis parti à Tahiti, quand j'avais 7 ans avec mes parents, a été quand même assez crucial. Et donc, quand mon père m'a dit, en fait, après, il m'a dit, tu fais des études, n'hésite pas, en fait, à partir à l'international, hein. Donc, quand je lui ai dit que je suis parti en Argentine, eh ben, il m'a dit,
Je pense que c'est sans doute la meilleure décision que tu pouvais prendre, donc très clairement. Donc Pourquoi t'es parti à Tahiti quand t'avais 7 ans? C'est tes parents qui ont vendu le magasin? non, même pas. C'est que mes parents ont été pendant différentes années les meilleurs vendeurs de bata. C'est vraiment en fait aussi en fait des décisions de destin parce que ils devaient partir à Madagascar. Finalement, ça s'est pas fait. Et finalement, on leur a dit, écoutez, comme vous avez, alors mes parents sont commerciaux innés, hein, ils ont transformé ce magasin qui était le dernier des 400 magasins qu'avait Bata à Tahiti, enfin pardon à Bata en fait en France. Ils avaient le pire résultat en fait. Et en 1 an et demi, c'est devenu le magasin avec le meilleur résultat en fait en France. Donc on leur a dit voilà, on vous propose autre chose et on leur a proposé d'aller à Tahiti. Donc c'est comme ça. Ils ont pu être à Madagascar en fait. Dans Aussi. ce sens, ok. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tahiti. Et donc un choc culturel énorme. Simplement aussi, c'est aussi des choses qu'on apprend, mais on voit un peu les limites en fait de la vision qu'on peut avoir quand on est en fait en Europe. Quand je suis arrivé à Tahiti, j'étais encore en train de me voir en fait en train de voir comment je pouvais faire des chaussures enfin, donc, en cuir pour aller sur la plage. Et quand je suis arrivé à Tahiti, de France, enfin de métropole, je me suis rendu compte que Tahiti avait des autoroutes qui n'existaient pas en France. Il y avait des vidéocassettes qui n'existaient pas en France, des voitures que j'avais jamais vues de ma vie parce qu'elles étaient tellement grosses aux États-Unis. Et donc ça a un peu relativisé quand même ma vision en fait, de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur en fait, donc, de la France à ce moment-là. Donc ça a déjà été en fait un gros choc. Et je pense que ça a conditionné quand même le reste de ma vie aussi. Merci beaucoup, Rodolphe. J'ai été ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. C'est un plaisir aussi. Et vraiment, bonne chance pour le reste. Et j'espère que vous apporterez beaucoup. Et je pense que c'est important de transmettre justement ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Beaucoup de personnes viennent de France. Souvent en fait avec beaucoup de préjugés, pas assez en fait d'humilité en fait aussi en fait pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et souvent, je pense que c'est un frein en fait autant pour eux en fait au niveau personnel. Et c'est malheureusement en fait un frein aussi en fait pour beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à comprendre que si elles veulent que ça fonctionne, il faut quand même qu'elles aient en fait des personnes en fait qui comprennent tu vois, la particularité en fait donc des gens au niveau local et du marché en fait dans lequel elles évoluent. C'est fondamental. Et c'est pas une critique négative, c'est une critique totalement positive. Pour éviter de perdre du temps, j'ai vu trop d'entreprises françaises qui malheureusement en fait avaient un potentiel gigantesque de développement sur l'Amérique latine. Là, je parle aussi en fait comme conseiller du commerce extérieur et qui finalement fracassent, n'arrivent pas en fait à leur but. Très souvent pour être mal conseillé et mal informé et pas prendre le temps en fait de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc à partir de là, vraiment c'est mon message. Essayons de comprendre, prenons le temps de le faire. Et même au niveau en fait des instances françaises, je pense qu'il faut qu'on soit nettement meilleur pour essayer en fait de transmettre des informations qui sont des fois en fait macro, voire même micro, pour pouvoir mieux orienter en fait les entreprises, pour qu'elles prennent les décisions qui sont les plus justes. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur des plateformes d'écoute préférées ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.